Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Qui sera le prochain président de la République démocratique du Congo? La réponse devrait être connue ce soir. La CENI dit être à pied d'œuvre. Le gouvernement zimbabwéen toujours pas en mesure de satisfaire les demandes des médecins grévistes. Ici aux États-Unis, le président parle d'une crise humanitaire à la frontière mexicaine. Les démocrates l'accusent de défendre le faux. Les négociations sur la réouverture des administrations fédérales, elles, piétinent. No president should pound the table and demand he gets his way, or else you know. Bonsoir. En République démocratique du Congo, la longue attente des résultats des élections du 30 décembre dernier arrive à son terme. Les Congolais retiennent leur souffle. La CENI, réunie en plénière depuis des heures, poursuivait ses délibérations ce mercredi et annonce pouvoir publier les résultats provisoires ce soir. Pour leur part, les 3 missions d'observation électorale congolaises ont lancé ensemble une dernière mise en garde. Le devoir de la Commission électorale nationale indépendante consiste à ne publier que les résultats issus des urnes, écrivent dans un communiqué commun la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, les protestants de l'Église du Christ du Congo et l'ONG Simosel. Ces 3 organisations revendiquent pas moins de 68 000 observateurs électoraux. De la RDC, justement, et à propos de ces élections, voici quelques réactions des populations. Si la CENI proclamait la vérité des urnes, le calme y serait. Au cas contraire, là, je ne sais pas ce qui y sera. C'est remis entre Félix et Kabila. Nous attendons la paix, du calme. Si c'est Félix qui a reçu, alors ils doivent vraiment préparer la passation du pouvoir d'une manière civilisée, qu'il n'y ait pas de morts communs. Lors de la publication, qu'il n'y ait pas du sang qui va couler, parce que nous en avons marre, nous sommes fatigués au moins. Et nous attendons au moins une publication pacifique. Si ce n'est pas les résultats de la CENI, si ce n'est pas les résultats des urnes ou la vérité des urnes qui est proclamée par la CENI, nous allons en tout cas organiser le peuple pour manifester, pour chasser ces régimes que nous considérons de finissants, parce que nous sommes fatigués avec les régimes de Kabila. Le délai soit prolongé. Il y avait Nanga et sa suite qui avaient déclaré qu'après 2 jours des élections, nous aurons les résultats. Maintenant, nous sommes à peu près 10 jours après les élections, il n'y a pas les résultats. On se demande qu'est-ce qui est en train d'être façonné au sein de la CENI pour que les résultats ne puissent pas être disponibles en temps réel. L'heure est donc à l'attente. Allons à Kinshasa retrouver sur place Anastasie Tudièche, notre correspondante qui est au four et au moulin. Anastasie Tudièche, bonsoir. Les résultats des élections congolaises du 30 décembre, on le disait tantôt, sont attendus ce soir. Comment se passent les délibérations de la CENI selon vos sources? Bonsoir John. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, rien ne filtre des délibérations. Une chose est certaine, c'est qu'elles sont serrées, c'est qu'elles sont tendues et que l'attente est lourde, aussi bien pour les électeurs que pour les journalistes ou même pour les hommes politiques. Autre chose que j'ai noté, le ton change et chacun s'évertue à apporter de la concorde dans son discours. Hier, tout à l'heure par exemple, à 19h, Lambert Mende disait, en parlant de Jean-Marc Kabound, le secrétaire général de l'UDPS, parti historique d'opposition, que Jean-Marc Kabound est notre frère et que, je cite, ce pays peut devenir une puissance extraordinaire si tous ses enfants travaillent pour le bien du pays. Hier soir, Félix Tshisekedi, candidat de l'UDPS, parlait sur une chaîne qui est amie, notre radio partenaire Top Congo, de la même chose, de enterrer la hache de guerre et de rassembler et de réconcilier plutôt que de chercher à
rendre des comptes ou à demander des comptes aux uns et aux autres. Donc le ton chez les politiques est plutôt à la concorde, et même chose, même son de cloche chez Martin Fayulu, qui bannit toute tentative de poursuite et qui est plutôt, dans l'expression du moins, pour la concorde. En somme, éviter des règlements de compte. Donc, au-delà de la CENI, quelle est l'ambiance à Kinshasa? Écoutez, si vous ne savez pas, si vous êtes à Kinshasa et que vous ne savez pas que c'est une journée particulière, eh bien vous ne le saurez pas, si ce n'est par le calme particulier du centre-ville qui s'est vidé en milieu d'après-midi, alors que ce centre-ville se vide plutôt en fin d'après-midi. Mais c'est la seule chose, la journée a été une journée tranquille. C'est en parlant avec les Congolais que vous vous rendez compte qu'il y a cette tension et cette attente. Autre lieu particulièrement fébrile, et c'est là où je suis, à Limete, le fief de l'UDPS. Les gens ont déjà commencé à faire la fête. L'euphorie est extraordinaire. Des centaines de jeunes gens, majoritairement des jeunes hommes, se sont rassemblés devant le siège de l'UDPS sur la 11e rue, chantent, dansent, célèbrent. Je leur ai posé la question. Les résultats n'ont pas encore été prononcés et vous chantez et dansez déjà? Oui, parce que nous savons que notre candidat a gagné, m'a-t-on répondu. Anastasie Tudièche, merci pour toutes ces explications. Et bien sûr, on reste à l'écoute si vous avez du nouveau. Des centaines de partisans du président soudanais Omar El-Béchir se sont mobilisés aujourd'hui à Khartoum pour soutenir le régime en proie à une forte contestation depuis le 19 décembre. Le président El-Béchir a accusé mardi des comploteurs d'avoir provoqué les violences lors des manifestations contre la hausse des prix du pain. Direction le Rwanda, où le gouvernement est revenu sur sa décision de faire appel de l'acquittement en décembre de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère Adeline. Les deux femmes étaient jugées notamment pour incitation à l'insurrection. Le tribunal avait estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement rwandais ne constituait pas une incitation à l'insurrection, mais relevait plutôt de son droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Au Zimbabwe, les patients n'ont toujours pas accès aux médecins qui entrent dans leur 6e semaine de grève. Le gouvernement dit ne pas être en mesure de satisfaire leurs demandes. Depuis Harare, la correspondance de Columbus Mavunga, le récit est de Yakuba Ouedraogo. Pas de patients sur les lits de l'hôpital Parirena III, le plus grand centre hospitalier du Zimbabwe. Les médecins refusent toujours de revêtir leur blouse. Kasirina Zibveka, 69 ans, a une infection pulmonaire. Elle a été libérée à la mi-décembre et espérait revoir son médecin pour l'ablation du poumon défaillant. C'est peine perdue, la grève continue et elle doit se contenter des soins infirmiers malgré les $400 payés pour l'intervention chirurgicale. Nous ne savons pas ce qui lui arrive depuis le 13 décembre. Tout ce que nous voyons, c'est une décharge puante, maculée de sang par un trou sous son sein droit. Nous lui donnons juste ses antidouleurs et la pommade pour nettoyer sa plaie. Nous espérons que les négociations porteront fruit pour que les médecins retournent au travail. Les médecins ont juré de rester en grève jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Ils exigent que le gouvernement équipe mieux les hôpitaux avec la technologie moderne, des médicaments et des vêtements de protection. En plus, ils veulent être payés en dollars américains en lieu et place de la monnaie nationale en dépréciation continue. Ils essaient simplement de nous ignorer. Ils ne sont pas très sincères avec les médecins. Mais nous sauvons le public du Zimbabwe en général. Nous nous préoccupons de nos patients, mais le gouvernement s'en fout. Le gouvernement d'Harare dit de son côté qu'il n'est pas en mesure de payer les salaires en dollars américains. Il affirme que les médicaments ont déjà été payés et stockés dans les hôpitaux, ce que refutent les médecins aux grandes dames des patients comme Kasirina Zibveka. Ici, aux États-Unis, Donald Trump s'est adressé à la nation hier depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche au 19e jour du shutdown, la fermeture partielle du gouvernement fédéral. Le président américain a fait part d'une crise humanitaire à la frontière avec le Mexique et a demandé à nouveau aux démocrates de lui allouer plus de 5 milliards de dollars pour la construction d'un mur le long de cette frontière. Les dirigeants démocrates ont immédiatement réagi, accusant le chef de l'exécutif américain de défendre le faux.
Plus de précisions avec Irénée Herman Ombo. Depuis le bureau ovale, Donald Trump a tenté d'expliquer sa position directement aux Américains. Le gouvernement fédéral demeure paralysé pour une raison et une seule. Les démocrates ne veulent pas financer la sécurité aux frontières. Dans son allocution qui a duré 10 minutes, le locataire de la Maison-Blanche a voulu se placer au-dessus du débat pour rallier les Américains à sa cause. Il a évité de parler d'état d'urgence, pointant plutôt du doigt une crise humanitaire. Une crise du cœur, la crise de l'âme. Chaque jour, les douaniers et les agents de patrouille des frontières rencontrent des milliers d'immigrants illégaux qui essaient d'entrer dans notre pays. C'est vrai que le nombre des immigrants illégaux arrêtés ne cesse d'augmenter, notamment ces 10 dernières années, mais le taux reste faible. Le président a aussi évoqué les trafics de stupéfiants pour soutenir son idée. Notre frontière du Sud est un pipeline pour de vastes quantités de drogue illégale, y compris la méthamphétamine, l'héroïne, la cocaïne et le fétanyl. 300 de nos concitoyens meurent chaque semaine à cause de l'héroïne. 90% de ces produits ont été introduits ici par notre frontière du Sud. Face à ces arguments du président Trump, la réaction des dirigeants démocrates ne s'est pas fait attendre. Le président Trump doit arrêter de prendre le peuple américain en otage, arrêter de fabriquer une crise et rouvrir le gouvernement. La plupart des présidents ont utilisé le bureau ovale à des fins nobles. Ce président s'en sert pour créer une crise, attiser la peur et détourner l'attention de la tourmente qui règne dans son administration. Avec cette divergence entre le pouvoir et l'opposition, ce n'est certainement pas demain la veille de la fin du shutdown dont l'aboutissement reste encore incertain. Et pour parler beaucoup plus en profondeur de cette situation, nous avons sur Skype René Lec, il est analyste politique. René Lec, bonsoir. Bonsoir, John. René, une adresse à la nation dans le bureau ovale et Donald Trump qui parle d'une crise à la frontière mexicaine. Comment se présente la situation là-bas? Écoutez, John, la police des frontières et les douanes américaines ont appréhendé pour toute l'année 2018 400 000 personnes. A priori, comme ça, le chiffre peut paraître important, mais il ne l'est pas si on compare aux chiffres des années précédentes. Il y a simplement 15 ans, le chiffre de personnes appréhendées à la frontière était supérieur, bien supérieur à celui-là. En clair, ce que je veux vous répondre, John, c'est que de mon point de vue et du point de vue de nombreux analystes et observateurs, il n'y a pas vraiment de crise à la frontière américaine. Il y a plutôt un président Trump qui crée les conditions d'une crise imaginaire quelque part pour satisfaire une promesse de campagne qu'il avait faite pour construire un mur qui au demeurant devait être payé par les Mexicains. Voilà, vous parlez de mur. Les démocrates qualifient ce mur aujourd'hui d'immoral alors que pendant plus d'une décennie, ils ont voté au Congrès pour un mur. Pourquoi ce revirement ? Oui, je ne sais pas, John, si on peut parler vraiment de revirement, parce que, bon, il est vrai que quelque part, un peu à reculons, les démocrates ont accepté une barrière physique à la frontière, pas un mur, mais une barrière physique. George Bush lui-même, pendant la période où il était président, il a fait construire quand même une barrière physique, encore une fois, pas un mur, notamment des barbelés, des murs, des parties de murs, des pans de murs métalliques, sur une longueur d'à peu près de 1000 miles, ce qui fait à peu près 1600 kilomètres. Sur une frontière qui, elle, compte plus de 3000 miles. Donc, c'est une très longue frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donc, en clair, je crois que si les démocrates se sont opposés à des barrières, à une barrière en béton, à un mur en béton, ils ne sont pas opposés, ils n'ont jamais vraiment été opposés à des barrières physiques, électroniques, etc. En quelques secondes, René, il y a toujours des négociations sur la réouverture des administrations fédérales qui restent dans l'impasse. D'où viendra la solution selon vous, en quelques secondes? Oui, en quelques secondes, John, je peux vous dire que la situation paraît intenable, en tout cas surtout pour Trump. Il y a quand même 800 000 agents de l'État qui sont concernés. À partir de cette fin du mois-là, certains n'auront plus leur chèque et je peux vous assurer que la tension sera beaucoup plus forte. Merci René Lec et on vous revient dans un instant. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Les génies de l'électronique sont réunis à Las Vegas pour le CES 2019, un événement où l'intelligence artificielle est à l'honneur. Arzouma Compaoré est sur place pour Afrotech. Dans cette édition, nous vous amènerons en Californie où des chercheurs utilisent des drones pour étudier certaines pratiques piscicoles. Décision politique. C'est ainsi que l'Afrique du Sud qualifie l'attribution de la CAN 2019 à l'Égypte. Le sport, c'est dans un instant. Le salon de l'électronique se poursuit à Las Vegas. Vieille de plus de 50 ans, cette grand-messe de la technologie mondiale sert non seulement de plateforme pour tous les acteurs de la technologie grand public, mais également de rampe de lancement des toutes dernières innovations. Cette semaine, Afrotech nous plonge au cœur de cet événement de Las Vegas. Arzouma Compaoré est notre envoyé spécial sur place. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à tous. Nous sommes en direct depuis Las Vegas au salon de l'électronique, le CES 2019. Il a officiellement ouvert ses portes hier, une occasion pour le grand public de se mettre au parfum des innovations qui vont révolutionner nos modes de vie en 2019. Et des innovations, il y en a dans tous les coins et recoins de cette grande fête de la technologie. Et cette année, elles semblent toutes avoir un même dénominateur commun, l'intelligence artificielle. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-unes de ces innovations. Attachez vos ceintures, car certaines d'entre elles ne manqueront pas de vous surprendre. Au CES 2019, les innovations touchent à presque tous les aspects de la vie. Paolo Ganis et ses collègues de la start-up Clery se sont intéressés à un problème que nous vivons tous les jours, celui de la pollution de l'air à l'intérieur de nos lieux d'habitation et de travail. Le résultat, une synergie parfaite entre la nature, la technologie et le design. Les purificateurs d'air traditionnels ont des filtres qui vont changer très souvent, mais ce que nous faisons, c'est faire tout naturellement. Il n'y a pas de filtre, la plante, c'est le filtre. Une des choses intéressantes au sujet de cette plante, c'est que c'est une plante intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux connaître ces produits à ton smartphone et tu peux voir comment le produit va éliminer l'inquinament. Avec mon smartphone et avec l'application, je peux contrôler la qualité de l'air dans la maison. Combien ça coûte? How much is it? 300 euros. À peu près 300 euros? Oui. Oh. Est-ce que ça marche avec seulement cette plante? Ou est-ce que n'importe quelle plante peut être adaptée et puis Clery peut transformer n'importe quelle plante en une plante purificatrice? Alors, nous avons étudié 3 plans, mais la NASA a fait de la recherche et il a découvert qu'il y a 16 plans qui peuvent faire ce fonctionnement. Après le purificateur naturel d'air, restons dans le domaine de la santé. Nous retrouvons Moreno Gambia de la compagnie Health and Beauty Connection. Ici, c'est en vibrant que l'on se maintient en bonne santé. Alors en quelques mots, dites-nous c'est quoi VibraFit? Alors c'est une machine qui a été développée par le programme spatial pour reconstruire la densité osseuse et la masse musculaire des astronautes qui reviennent de la station spatiale. Ok, là je suis sur la planche et ça vibre déjà. Ça vibre. Donc ce qu'on va faire, si vous voulez travailler, on va dire votre partie centrale, plus vous séparez vos pieds, plus vous sentez le mouvement. À part les astronautes, qui est-ce qui utilise ce genre de machine? Alors, beaucoup d'athlètes l'utilisent, tous les NBA, NFL teams utilisent ces machines pour le training. Où est-ce que je peux l'avoir? Ça coûte combien? Donc une machine comme la vôtre sur laquelle vous êtes, nous la vendons ici au CES à 1 899 $. Vous pouvez aller sur notre site et l'acheter directement, ou alors vous pouvez la commander ici au salon.
Voilà, c'est tout pour Afrotech en direct du CES 2019. On se dit à la semaine prochaine pour encore plus de tech sur le continent africain et partout ailleurs dans le monde. Sacré Arzuma, on parlait des technologies, eh bien restons-y. La pisciculture sous-marine se développe à grande vitesse dans le monde, nécessitant des mesures urgentes et adéquates pour la protection des écosystèmes. Dynamite Shell s'est rendu à Domales Bay, dans le nord de la Californie, pour rencontrer des chercheurs qui utilisent des drones pour étudier l'impact de certaines pratiques piscicoles. Le récit est de Blanche Sanou. Traditionnellement, l'ostréiculture ou l'élevage des huîtres utilise des techniques nécessitant le ratissage ou l'aspiration de la flore sous-marine, ce qui endommage les herbes de mer, essentielles à la survie des petits poissons et des invertébrés. Des chercheurs alarmés ont décidé d'étudier à l'aide des drones la relation entre cette activité maritime et la protection de la zoostère. Cette caméra est à très haute définition. Elle capture les images vidéo et fixes, ce qui nous donne une cartographie des écosystèmes que nous étudions. Avant les drones, les scientifiques devaient recourir à la plongée sous-marine ou à des études au sonar ou à des avions pour surveiller la zoostère. Tous ces travaux étaient coûteux et exigeants en main-d'œuvre. Ce qui aurait pris environ 50 étapes distinctes et peut-être 1 ou 2 jours il y a 5 ans, nous le réalisons aujourd'hui en 15 minutes. Le port de ces lunettes permet au mouvement de la tête d'être synchronisé avec la caméra du drone. C'est presque un moment zen parce que vous êtes réellement capable de voler et vous pouvez amener votre cerveau à réagir comme si vous étiez réellement à bord de ce drone. Les huîtres nettoient naturellement les eaux troubles, créant ainsi un environnement idéal pour la zoostère. Les chercheurs ont donc découvert que les méthodes modernes d'élevage des huîtres, qui ne nécessitent ni ratissage, aspiration du fond marin, pourraient avoir un effet positif sur la zoostère. La qualité des images nous a fourni un outil extraordinaire permettant de montrer à nos décideurs ce qui se passe. Il faudrait encore quelques années de recherche avant de considérer les résultats comme concluants, mais les scientifiques sont convaincus qu'ils trouveront des réponses grâce aux drones. Et Yacouba Ouedraogo nous a rejoint dans ce studio, c'est pour parler de sport. Yacouba, bonsoir. L'Afrique du Sud n'est pas contente. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, l'Afrique du Sud n'a pas digéré son échec dans l'accueil de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. La nation arc-en-ciel dénonce une décision politique dans l'attribution de la CAN 2019 à l'Égypte. Techniquement, il n'y a pas de meilleur pays en Afrique que l'Afrique du Sud pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, a déclaré Rachel Paul, chef par intérim de la Fédération sud-africaine de football, ajoutant « Nous n'avons pas de problème avec l'Égypte, mais avec la façon dont le processus d'attribution s'est déroulé. Le pays des pharaons a été préféré à l'Afrique du Sud pour accueillir la CAN du 15 juin au 13 juillet. Le président de la CAF, Ahmad, a relevé que les deux candidats disposaient de bonnes infrastructures, mais a assuré que l'Égypte a dévancé son rival en termes de soutien politique de son gouvernement. Et justement, l'Égypte s'est réveillée dans la joie au lendemain de l'attribution du Ballon d'Or africain 2018 à son attaquant Mohamed Salah et à la victoire à l'accueil de la CAN 2019. Je vous propose quelques réactions des habitants de la capitale égyptienne, le Caire. Suivez. Nous sommes tous heureux et tous les Égyptiens sont heureux que Salah ait été choisi comme meilleur joueur. Nous le souhaitons le meilleur. L'accueil de la CAN 2019 aidera le pays sur les plans touristiques et économiques. Cela aura un impact positif sur le tourisme. Les gens viendront d'Europe et d'Afrique. L'Europe se soucie beaucoup de l'Afrique. L'économie va rebondir et cette CAN permettra à l'Égypte de se repositionner dans le football. Un coup d'œil sur le mercato hivernal en Europe. Higuaín s'est mis d'accord avec Chelsea. L'attaquant argentin prêté à l'AC Milan par la Juventus Turin va rejoindre le club londonien où il retrouvera Maurizio Sarri, son ancien entraîneur à Naples. Chelsea est prêt à débourser la clause libératoire du joueur, soit 36 millions d'euros, assure le quotidien italien la Gazzetta dello Sport. Gonzalo Higuaín, 31 ans, a connu sa meilleure saison en Italie sous les ordres de Sarri en 2015-2016 lorsqu'il a battu le record de buts en une saison de Serie A en marquant 36 fois. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Faisons un tour à Cotonou au Bénin pour une rencontre avec Aurel Patrick Bessane.
Grâce à des techniques originales de sculpture et de soudure, cet artiste plasticien voit sa réputation prendre de l'ampleur. Et l'un des domaines dans lesquels il s'illustre, c'est la transformation des bouteilles. Voici le reportage au Bénin de Xavier Fangbonghong. Installé à Agla, un quartier tranquille loin du tumulte du centre-ville de Cotonou, Aurel Patrick Besson se distingue des autres plasticiens. Sa méthode, assembler les bouteilles en verre et les détourner de leur fonction originale en les transformant sans les briser pour illustrer la fragilité de la nature humaine. J'ai finalement établi une analogie entre les bouteilles et les hommes. Parce que quand j'ai pris la bouteille, j'ai vu que la bouteille est une matière très fragile qui peut facilement être brisée. Et quand je prends l'homme, j'ai vu que l'homme aussi a une nature très fragile. L'homme est sujet à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Les œuvres d'Aurel Patrick Besson ne sont pas que de l'art. Ces représentations donnent forme à un réalisme. L'artiste fait un alliage entre tradition et modernité. La plupart de mes œuvres parlent de la tradition africaine. Elles parlent aussi de la vie, du quotidien. Et l'ensemble des œuvres, en fait, dénonce le contexte de surconsommation dans lequel notre société est entraînée. Bouteille en verre, ta seule prière est de survivre dans cet univers où tout va de travers. Bouteille en verre, j'ai entendu ta prière. Sois en paix, avec moi, le trépas ne te frappera guère. Voilà, parlons de marathon à présent. Un marathon polaire donc des participants venus de 5 pays ont pris part samedi à un marathon international autour du village d'Omyangon dans l'extrême nord-est de la Russie, ceci sous une température de moins 50 degrés Celsius. 19 participants de Russie, de France, d'Inde, de Thaïlande et d'Autriche ont pris part à la course. Le plus jeune participant avait 21 ans, le plus vieux 71 ans. Ils ont parcouru des distances allant de 5 à 38 km. Un seul participant a parcouru 38 km et aucun n'a couvert la distance maximale de 42 km. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.